la 5G, on ne sait rien, donc on peut en rester là. Parce que c'est la seule bonne réponse. Effectivement, nous savons très peu de choses. Nous ne savons pas exactement quelles bandes de fréquences seront utilisées, quelle longueur d'onde, pour faire quoi, et quels sont les effets pour la santé. Alors ça, on n'en sait strictement rien, puisque tout a été fait pour ne pas faire de tests avant d'exposer la population humaine. Et justement, c'est cette ignorance qui me gêne énormément. Parce que sur les autres générations, 0G, 1G, 2G, 3G, 4G, on sait quand même beaucoup de choses. Et comme je dis, moi je parle de ce que je connais, donc je vais me concentrer sur les problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les risques pour la santé liés au champ électromagnétique? Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on sait sur les effets sur la santé? Ce qui a été le plus étudié, et pratiquement la seule chose qui a été réellement étudiée dans le cadre d'études scientifiques avec des protocoles corrects, des études de validation, où on s'est vraiment posé des tas de questions, ce sont les effets sur le cancer. Et avec la téléphonie mobile, finalement, ces champs électromagnétiques, pour la première fois, ont été pour des gens tout venant, et non pas dans le milieu professionnel, parce que dans le milieu professionnel, il y en a qui sont exposés, ça a été la téléphonie mobile, où là, on a pris l'habitude de tenir un téléphone qui émet et reçoit des champs électromagnétiques juste à côté de notre cerveau. Et donc, au départ, quand même, quand j'ai eu un tel téléphone, je travaillais au Centre international de recherche sur le cancer à Lyon, et le nouveau directeur, à une époque, a décidé que tous les chefs d'unité, on devait être joignable finalement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc on a tous eu droit à un téléphone mobile qui est beaucoup plus gros que ce qu'on a aujourd'hui. Et à l'époque, on sentait que quand vous tenez longtemps un téléphone, mon oreille devenait rouge, donc il y avait un effet thermique. Et là, c'est ce qui a déclenché la prise en compte dans les réglementations de l'effet thermique, où on a dit qu'il ne faut pas que la température du corps augmente de plus de 1 degré. Les personnes qui utilisaient le plus, tel que le plus était défini à l'époque, donc c'était de très petits utilisateurs par rapport aux conditions d'utilisation d'aujourd'hui, avaient un risque augmenté de tumeurs du cerveau, de préférence dans le lobe temporal ou frontal, donc évidemment les lobes du cerveau qui sont les plus proches de cette source de champs électromagnétiques. Et il a été le premier, et longtemps le seul, à regarder l'âge auquel les personnes avaient commencé à utiliser un portable. Et à l'époque, il a défini comme utilisation précoce les personnes qui avaient utilisé un portable avant l'âge de 20 ans. Et là, il s'est rendu compte que ces gens-là avaient un risque multiplié par 2 ou 3, qui c'est pas tabac et cancer du poumon, mais néanmoins avaient un risque augmenté de tumeurs du cerveau. Et même ceux qui ne s'intéressent pas à la santé, tumeurs du cerveau, il y a mieux dans le domaine des cancers. Si vous devez aller acheter votre cancer, essayez de choisir un autre modèle. Parce que celui-là, il est quand même extrêmement agressif. Nous, humains, on vit un petit peu plus longtemps. Donc entendre dire au ministère qu'il faudra des phénomènes d'adaptation, on ne va pas s'adapter à un environnement complètement pourri. D'abord parce que peut-être dans 15 siècles, si nous existons encore, enfin en tout cas s'il y a encore des humains sur cette planète, peut-être qu'il y en a certains qui auront été sélectionnés pour résister à davantage de choses. Mais la génétique, elle ne change pas en 25 ans. Donc pourquoi, depuis 30 ans, on voit régulièrement augmenter l'incidence, donc la survenue des cancers de l'enfant?
c'est pas la génétique. Bon, c'est sûr que les gamins d'aujourd'hui ne vivent pas exactement comme ils vivaient autrefois. Dans nos pays, en tout cas, ils ne travaillent pas, donc ils ne sont pas exposés au milieu du travail, comme le sont les gamins en Afrique qui travaillent dans les mines. Et alors, il reste quoi? Si c'est ni la génétique, ni le mode de vie. Il y a juste un troisième élément qui intervient comme cause de cancer, et c'est l'environnement. C'est le fait que dans l'air que l'on respire, dans l'eau que l'on boit, dans la nourriture que l'on mange, dans le sol dans lequel on fait pousser nos légumes, et dans les objets que nous manipulons au quotidien, il y a de plus en plus de cancérogènes. Donc tous ces produits chimiques que l'on trouve partout et qui ne peuvent pas faire du bien. Et puis, il y a les agents physiques, donc il y a les radiations ionisantes, ce à quoi vous êtes exposé quand vous allez passer une radiographie ou un scanner, et si vous avez la mauvaise idée d'habiter à côté d'une centrale nucléaire, et que de temps en temps, par hasard, rarement, mais ça peut arriver quand même, il y a un petit peu d'eau radioactive qui sortent là où elle ne devrait pas sortir. Donc, bon, là, il y a ces radiations ionisantes. Le bon aspect des radiations ionisantes d'un point de vue recherche, c'est que ce sont des agents qui vont agir au niveau de notre ADN, de nos cellules, de nos acides nucléiques, et qui vont laisser des signatures parce qu'ils vont les faire muter, changer. Donc on a un signe que la cellule a été exposée, ce qui facilite les choses après pour pouvoir incriminer. Pour les radiations non ionisantes, il n'y a rien de spécifique, quoi qu'en disent certains. Il y a des tas d'effets biologiques, mais rien qui soit absolument spécifique des champs électromagnétiques. Déjà, au point de vue de la symptomatologie clinique, en laissant de côté les cancers, j'y reviens après, qu'est-ce que c'est qu'une personne hyper électrosensible? C'est quelqu'un qui va être mal dans sa peau, mal dans sa tête, qui va avoir des migraines, qui va avoir des troubles de vision, qui va perdre l'appétit, qui ne va pas réussir à dormir, qui va avoir des douleurs articulaires, qui va avoir des impressions bizarres dans l'oreille, tout un tableau de mal-être qui est atroce et que nous devons prendre en compte. Okay? Il faut absolument qu'on arrive à bien prendre en compte les problèmes de l'hyper-électrosensibilité comme ceux de la sensibilité aux produits chimiques. La réponse ne doit pas être, comme d'habitude, je ne sais pas comment ça marche, on ne comprend rien au mécanisme, donc bon, c'est dans leur tête, alors on va leur donner quelque chose pour dormir, plus quelque chose pour se réveiller le matin, quelque chose pour être en forme. Donc je pense qu'il y aurait besoin absolu d'une recherche sérieuse, scientifique, contrôlée, avec un groupe témoin, pour essayer de mieux définir les conditions. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui sont très mal, qui essayent de trouver de l'aide, qui parfois, de temps en temps, vont voir des médecins honnêtes qui disent « je sais pas, je ne sais pas quoi faire », mais quand même, on peut donner des questions de simple bon sens, de dire aux gens, si vous pensez que c'est l'antenne en face de chez vous, là, c'est difficile parce qu'on ne peut pas forcément enlever l'antenne. Mais de dire quand même, essayez d'éteindre votre Wi-Fi, essayez de ne pas utiliser un téléphone portable, en tout cas de ne pas passer votre vie devant un téléphone portable en permanence. Qu'est-ce qu'on sait sur la sensibilité des gamins aux champs électromagnétiques? Ce que l'on sait, c'est les études qui ont été réalisées avec des appareils de 2G, 3G. Et basta pour l'instant. Alors là, il y a une étude qui a été faite, qui s'appelle Céphalo, qui regardait la survenue des cancers du cerveau chez l'enfant et l'adolescent au Danemark, Suède, Norvège et Suisse. Cette étude
est sorti, a été officiellement accepté pour publication. Vous savez, dans notre jargon, quand on écrit un article scientifique, on le soumet à une revue. Il y a d'autres scientifiques qui évaluent pour savoir si ça tient la route. Et après, si votre article est accepté pour publication, quelques mois après, il est publié. En mai 2011 a eu lieu au Centre international de recherche sur le cancer, où j'ai passé 22 années, en tant que chercheur INSERM mis à disposition. Donc même si je dirigeais une unité de recherche, mon salaire était un quart de celui de ceux qui étaient membres de l'Organisation des Nations Unies. Bon, ça, c'est un côté. C'est ce qui fait ma qualité, finalement. L'industrie du tabac l'avait écrit il y a longtemps, quand ils ont parlé du tabagisme passif, où ils étaient venus rencontrer les chercheurs, y compris au cirque. Je suis très fière parce que je suis dans les Tobacco Papers, où elle a dit, celle-là, il n'y a aucun moyen de l'acheter. Je suis très contente. Il y en a d'autres qui ont acheté, par contre, et ça a permis de continuer avec le tabagisme passif pendant 20 ans de plus. Pour la téléphonie mobile, c'est pareil. Donc, en mai, le cirque a eu ces réunions que l'on appelle une monographie d'évaluation du risque de cancer pour l'être humain. Donc, ces études ont été évaluées et il y a eu des discussions sans fin parce qu'il n'y avait que quelques personnes, les plus exposées, qui montraient un risque de cancer. Donc évidemment, la téléphonie mobile a dit « Ah oui, non mais un groupe au hasard, ça n'a aucune valeur. » Donc j'ai dit « Un groupe au hasard, ça n'a aucune valeur. » Mais quand le groupe qui a les problèmes est, comme par hasard, celui qui était le plus exposé, je pense que ça veut dire que c'est le début du problème. C'est là qu'on commence à le voir. Et après, on le verra, même avec des expositions plus faibles, en attendant plus d'années. C'est la même histoire pour l'amiante. Bon, enfin, peu importe, ils ont trouvé que oui, il y avait quand même quelque chose, et déjà, c'est bien qu'ils aient conclu qu'il y avait quelque chose, donc ils ont mis ces radiofréquences au champ électromagnétique dans un groupe qui s'appelle 2B, qui s'appelle cancérogène possible. Alors, il y a 5 niveaux de classification. Le groupe 1, au sommet, c'est cancérogène pour l'humain. Sans adjectif, il n'y a pas de doute, on est absolument sûr que c'est un cancérogène. En dessous, on a le 2A, qui est un cancérogène probable. Donc là, on a quelques effets, mais il n'y a pas encore beaucoup d'études, on n'est pas complètement sûr, donc probable. Encore en dessous, c'est cancérogène possible. Il se peut qu'il y ait un lien de cause à effet, mais pour l'instant, les données ne sont pas suffisamment fortes. Après, en dessous, il y a un groupe 3, et celui-là, je le présente toujours, parce qu'il est toujours mal représenté dans la plupart de la presse, et encore plus par ceux qui ont des intérêts à défendre. Le groupe 3 veut dire que citer pour l'être humain n'est pas possible. Il n'y a pas assez de données, ou il y a des données contradictoires, donc on ne peut pas répondre c'est un cancérogène ou ce n'en est pas un. Mais c'est toujours présenté comme ce n'est pas un cancérogène. Non, dire je ne sais pas, si plus d'experts ça veut dire je ne sais pas, on irait plus loin. Je ne sais pas, ce n'est pas la même chose que de dire je sais qu'il n'y a pas de risque. La population générale le comprend parfaitement. Quelques raisons, quand on arrive au gouvernement, on ne comprend plus rien. Ça va suivre comme information. Puis après, il y a un autre groupe non cancérogène où il n'y a pratiquement personne, il y a un composé, parce qu'avant de se lancer dans ce type d'exercice, il faut évidemment qu'il y ait quand même pas mal de soupçons. Donc en 2011, en mai 2011, ils ont considéré que l'évidence scientifique chez l'être humain était limitée, limited. Et chez l'animal d'expérience, puisqu'on fait aussi des expériences en exposant les rats, les souris, les cobayes, etc., là aussi, il y avait quelques études qui étaient positives, il y en avait quelques autres qui étaient négatives.
Donc là aussi, ça a été limité. C'est pour ça que ce composé s'est retrouvé en 2B. Ok, 2B, c'est mieux que rien. Mais j'étais quand même assez désespérée. Donc mon fils, mes gamins, les pauvres, ils ont vécu dans ces trucs de cancer toute leur vie. Ils m'ont dit, bah écoute, 2A, 2B, possible, probable. Mais non, c'est pas. Parce que ceux qui se battent là-dessus, ce sont nos adversaires. Ça fait une différence majeure dans la plupart des pays, pas dans tous. Parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont décidé d'adopter cette classification du cirque. Donc quand un composé est 1, il est reconnu comme cancérogène, il n'y a pas à discuter. Mais pas mal de pays ont également décidé d'inclure le groupe 2A. À partir du moment où quelque chose est 2A, et c'est le cas notamment dans certains États aux États-Unis, vu que tout est au niveau de l'État et très peu de choses au niveau fédéral, ça veut dire que si quelqu'un fait un cancer parce qu'il a été exposé aux produits X ou Y dans le milieu du travail, c'est reconnu comme lié au milieu du travail. Il n'y a pas besoin de faire 25 000 trucs. Si c'est 2A, ok, c'est pris en compte. Je me suis dit, ce papier céphalo sur les tumeurs de l'enfant, pourquoi il a été accepté pour publication 15 jours après la réunion? Donc il n'a pas été pris en compte. Alors que dans le groupe de travail, et notamment dans le secrétariat, ce qu'on appelle le secrétariat, c'est les scientifiques du cirque qui sont dans le groupe de travail, il y avait plusieurs auteurs de ce papier. Donc il y en avait qui savaient parfaitement que cette étude sur les tumeurs de l'enfant, elle allait sortir. Et en général, ce que l'on fait quand on sait qu'il y a une étude qui va sortir, il arrive même que le cirque demande à la revue d'accélérer un petit peu le processus pour que le papier soit publié et puisse être pris en compte. Là, personne n'a rien dit. Comme si ça n'existait pas. Et 15 jours après, finalement accepté pour publication. Un mois après, c'était publié. Mais je vous jure que je souhaite à personne dans cette salle de voir mourir les gamins avec une tumeur du cerveau. Parce que même si c'est vrai que c'est encore rare, une tumeur de cerveau chez l'enfant, quand un gamin y crève, c'est vraiment pas cool. Et même, je pense que si vous êtes opérateur chez Orange, si un jour c'est votre gamin, vous penserez les choses différemment. Aucun résultat, pratiquement, sauf un dans l'étude, n'était statistiquement significatif. Alors je ne veux pas accuser les auteurs, que je connais, qui me connaissent, d'avoir arrêté l'étude avant que les résultats ne deviennent statistiquement significatifs. Et peut-être que s'il y avait eu 20 cas de plus, à ce moment-là, tous les résultats de ce papier, pas tous, il y a 116 odds ratio dans les papiers, 5 tables, 97 sur 116 sont supérieurs à 1. Donc ça indique un risque, ok? Et de façon systématique. Comment après, les gens qui ont écrit ce papier peuvent écrire en conclusion que ce papier donne des arguments pour dire qu'il n'y a aucune relation de cause à effet, parce que ce n'est pas statistiquement significatif. On ne peut pas le leur reprocher d'un point de vue statistique. Il y avait un résultat qui était statistiquement significatif, qui était à 3, qui était pour les gamins qui avaient un abonnement, enfin les adolescents, qui avaient un abonnement en leur nom, donc qui étaient vraisemblablement ceux qui utilisaient le plus le téléphone. Et le cirque, notamment, a décidé de lancer une grande étude qui s'appelle Moby Kids. Moby, téléphone mobile, Kids pour gamins en anglais. Cette étude concerne les personnes entre l'âge de 10 ans jusqu'à 25 ans. Cette étude a été faite dans 14 pays de la planète. Elle a coûté à peu près 20-25 millions d'euros de la Commission européenne, donc indirectement de nos impôts. Ok. Elle a débuté il y a un certain temps. Ils ont fini la collecte des données
fin décembre 2015. Le 13 janvier 2017, ils ont dû envoyer un rapport à la Commission européenne. Parce que quand vous avez un financement européen, après il faut quand même raconter qu'est-ce que vous en avez fait de votre argent. Ce rapport, il est en ligne. Si vous êtes curieux, vous cherchez sur le site Cordis, vous le trouvez, MobiKids, vous le trouvez. Il est en ligne. Un long rapport, il doit faire 19 pages, 20 pages, où ils décrivent toute l'étude. Ils ont pris des cas de tumeurs du cerveau, ils ont pris des témoins, ils ont fait des études de validation, ils ont posé des questions, ils ont réanalysé des stimulations de dose, ils ont tout regardé, ils ont tout fait, tout va bien, tout est parfait. Bien. Et alors? Et les résultats, parce qu'au fond, ce qui nous intéresse. Alors là, les paragraphes résultats, il y en a deux, je les cite toujours, donc je les ai là en anglais, mais peu importe, je les connais à peu près par cœur. Résultat. Là, ils disent, étant donné l'attention dont cette étude fera l'objet, nous devons être extrêmement prudents. Bien, c'est vrai, les scientifiques doivent être prudents. Et donc, nous ne donnerons aucun résultat tant que nous n'aurons pas des publications dans une revue scientifique à haut impact factor, revue par des pairs, le nec plus ultra. Très bien. Une publication et en préparation. Bien. 13 janvier 2017. Puis alors on va chercher plus loin, parce qu'après il faut aussi dire qu'est-ce que vous allez faire de vos résultats quand vous les avez. Et donc ils disent que évidemment tout sera prévu pour disséminer l'information au plus grand nombre, parce que maintenant tout le monde s'y intéresse, et en fait tout le monde s'y connaît, pratiquement en téléphonie mobile. Oui, non. Donc tout sera prévu. Et ben voilà. Et ben aujourd'hui, nous sommes le 29 juin 2019. Je commence à en avoir marre parce que maintenant ça fait un an que je raconte quelle date on est. Et l'étude n'est toujours pas publiée. Quand même, cette étude, ça serait intéressant qu'elle soit publiée un jour. Parce que soit il n'y a rien, il n'y a pas de risque. Mais il faut le dire. Il y a tellement de gens qui seront contents. Tous ceux qui filent un téléphone dans les mains d'un gamin qui n'a même pas un an. Pour les rassurer, sur le risque tueur du cerveau. Et si par hasard il y avait un risque? Si par hasard les résultats de MobiKids étaient semblables à ceux de Céphale, bon, je considère que ce n'est pas possible de ne pas sortir ces résultats. Donc si MobiKids sortait aujourd'hui, à mon avis il ne sortira pas aujourd'hui, et si par hasard les résultats étaient semblables à Céphalon, il n'y aurait pas de discussion. Ça serait les champs électromagnétiques, ils seraient groupe 1, cancérogène. Et ça serait quand même embêtant pour ce 5G rollout. Parce que maintenant, on va distribuer des ondes à la totalité des populations de la planète, humaine, animale ou végétale. Donc tout le monde va être exposé. Alors, je ne peux pas démontrer qu'il y a une relation causale entre les deux, entre le fait que l'étude ne sorte pas et que d'abord, on va mettre en place la 5G. Une fois qu'elle sera en place, l'enlever, ça sera encore difficile. Mais c'est une vraie question. C'est une question d'éthique. Je trouve inacceptable, qu'on soit médecin, pas médecin, peu importe, en tant qu'être humain, je suis aussi une mère, une grand-mère, je ne veux pas que l'on expose les gamins de la planète à quelque chose qui n'a même pas été évalué chez l'animal d'expérience. Parce que dans les 2 dernières années, il y a 2 grosses études qui sont sorties sur les rats et les souris, où on voit que les rats, les petits rats, qui sont exposés aux ondes de la téléphonie du type 2G, 3G, okay, c'est absolument extraordinaire parce qu'ils ont la bonne idée de faire les mêmes cancers que l'être humain. Et ça, c'est rare parce qu'avec des produits chimiques, parfois vous pouvez avoir quelque chose
qui va entraîner un cancer du foie chez le rat et un cancer du pancréas ou du poumon chez l'être humain. Là, nos petits rats américains ou nos petits rats italiens ont fait des gliomes, donc des tumeurs du cerveau. Alors ils ne téléphonaient pas, parce que c'est difficile de fabriquer des téléphones pour les petits rats. Puis certainement ils ne seraient pas intéressés. Ils étaient exposés corps entier. Mais quand même, c'est le cerveau qui a réagi. Et l'autre type de tumeur qu'ils ont eu, là aussi 99 fois sur 100 c'est mal présenté, c'est pas une tumeur du cœur, comme on dit, ce sont des schwannomes, des nerfs cardiaques. Donc de nouveau, c'est les nerfs qui énervent le cœur, donc avec ces cellules de Schwann, qui sont aussi autour de notre nerf acoustique. Pour eux, pour quelle raison c'était les nerfs du cœur? Parce qu'ils sont plus gros finalement, parce que le nerf acoustique chez le rat, quand même, c'est petit. Donc ils ont fait exactement, de nouveau, le type de tumeur qu'on attendait. Alors on peut me dire que c'est le hasard. Moi, je crois à moitié au hasard quand tout colle parfaitement. Alors j'aime les animaux. J'ai longtemps fait partie de la Société protectrice des animaux. Donc ça ne m'amuse pas qu'il y ait des gens qui fassent venir des cancers aux petits rats. Mais d'un autre côté, je n'ai pas de doute. Si aujourd'hui j'ai fait partie, j'étais la coordinatrice pour l'Europe de cet appel qui a été signé par 180 scientifiques dans le monde entier, pour demander un moratoire, de dire, écoutez, la 5G, personne ne sait ce que c'est exactement, y compris les opérateurs, en théorie, et je pense que, en plus, malheureusement, c'est vrai qu'ils ne savent pas. Pourquoi ne pas avoir un moratoire de 2 années pour exposer nos petits rats à peu près aux fréquences qui vont être utilisées, puisque maintenant les opérateurs achètent des bandes de fréquences, on commence quand même à avoir des idées. Si les petits rats se portent bien, bon ben, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous. S'ils sont malades, c'est quand même gênant. En ne faisant pas ce type d'expérimentation préalable à la mise en route en général dans le monde, eh bien on fait une expérimentation sur des sujets non consentants. On n'a pas consenti, les populations n'ont pas consenti à faire partie d'une expérience. Or, c'est ce qui se passe. Ce qui fait qu'il y a certains avocats, par exemple au Danemark, il y a un jeune avocat qui bosse là-dessus, qui sort le code de Nuremberg, etc. Tout ce qui a été fait après la guerre, en disant il y a des expériences qui ne sont pas acceptables, qu'on ne peut pas faire chez l'être humain. Elles ont été faites dans les camps de concentration, et c'est pas cool. Elles seront encore faites sans doute dans des camps de concentration de plusieurs pays, pas toujours les mêmes. Mais en tout cas, on n'a pas le droit, on ne devrait pas avoir le droit de le faire en population générale. Et là, votre sort, il est dans vos mains. C'est nous tous, en tant que citoyens, en tant que consommateurs. Bien sûr, on peut me dire, n'achetez pas le téléphone mobile. Ok, vous pouvez ne pas l'acheter. Il y en a suffisamment qui les achèteront. Mais par contre, les antennes, elles seront là, que vous le vouliez ou non. Parce qu'après, on va me dire, ah mais on va chercher à protéger les femmes enceintes et les enfants. Et je ne supporte pas cette phrase. Parce que comment vous protégez les femmes enceintes et les enfants? Moi je l'ai dit, vous les en faites quoi? Vous les mettez dans un camp, avec une zone blanche, pendant la durée de la grossesse? Non. Alors, si les femmes enceintes et les enfants sont encore libres dans nos soi-disant démocraties de se balader dans la rue, tout le monde doit être protégé. Tout le monde. Toutes les classes sociales. Alors, est-ce qu'on arrivera à avoir un moratoire? Je ne sais pas. On y était arrivé en 1971 pour les OGM. En Californie, il y a eu le moratoire d'Asilomar, quand on a commencé à produire des organismes génétiquement modifiés. Il y a quand même des gens qui ont dit, au fond, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, peut-être il faudrait faire attention. Donc il y a eu un moratoire. Il y a eu une année. Mais ça n'a pas été une année perdue, parce que pendant ce temps-là, il y a des règlements qui ont été mis en place. Il y a des enregistrements qui ont été faits.
les premières personnes à être exposées aux OGM, c'était évidemment les chercheurs dans les labos. Mais ils étaient enregistrés, donc on savait qui travaillait avec quoi. Ils ont été suivis. Il y a des organismes qui ont été créés, comme le Haut Conseil des biotechnologies en France, qui est censé vérifier ce qui se fait avec les OGM, les importations, les cultures, etc. Donc un moratoire, c'est un temps de réflexion. Mais quand je dis ça, je me rends compte que je suis vraiment déjà un vieux machin d'une autre époque. Dire aux gens, arrêtez-vous 5 minutes, c'est pas possible. Plus personne ne s'arrête. Plus personne n'arrête même son téléphone, y compris la nuit. Oui, moi aussi, la nuit il est éteint et même souvent le jour, il est à l'autre bout du bureau. Et je mets sur mes cartes d'appeler le numéro fixe filaire dans mon bureau. Uniquement en cas de non-réponse, d'essayer le portable. Alors, les gens qui luttent contre la 5G et qui n'ont qu'un numéro de portable, moi personnellement, ça me gêne. Parce que les lignes fixes, elles existent encore. Peut-être pas pour longtemps. Il y a des pays, en Nouvelle-Zélande, ils ne veulent plus installer de lignes fixes. Et les pays d'Afrique qui n'ont jamais eu pratiquement de téléphonie n'auront jamais de lignes fixes. Mais ça fonctionne aussi, le filaire. Donc, bien sûr, chacun d'entre nous, nous pouvons faire quelque chose. Avec des conseils simples. Avec David Servan-Schreiber, j'avais travaillé avec lui il y a longtemps, et on avait fait finalement le premier appel en France pour dire de faire attention, qui avait été publié dans le journal du dimanche, si ma mémoire est bonne, en 2008, où on disait utilisez une ligne fixe si vous avez la possibilité, si vous utilisez un téléphone, des conversations extrêmement brèves, envoyez un message texte plutôt que téléphoner. Ne le donnez jamais aux enfants, éloignez-le du corps. Enfin, ce qu'on répète aujourd'hui, et je trouve désespérant que depuis 2008, finalement, on n'ait pas encore réussi à convaincre plus de personnes de faire ce genre de choses. Quand vous téléphonez, ne faites jamais toucher au téléphone sur votre peau. Gardez-le au moins à un demi-centimètre, ça change énormément l'absorption du champ électromagnétique. Donc mettez-le en mode haut-parleur, et si vous avez quelque chose d'intime à dire, évitez de le dire en mode haut-parleur dans un bus. Peut-être vous attendez 5 minutes pour aller le dire ailleurs et le dire en face à face. On peut encore se parler sans ces appareils. Nous, on peut essayer de faire quelque chose. Mais par contre, on ne vous dira pas que vous êtes exposé aux antennes de 5G, d'abord parce qu'elles sont petites, que donc c'est vachement cool, parce que vous pouvez les mettre n'importe où, et que chaque opérateur, puisqu'on l'a distribué, enfin on ne l'a pas distribué, des villes ont été payées pour accepter d'être des villes test, avec différents opérateurs, différents types d'antennes. Par exemple, à Bordeaux, c'est Martin Bouygues. Et où seront les antennes? Dans les publicités d'écho des abribus. On ne verrait même pas qu'il y a une antenne. Et il y a une grande chaîne de supermarchés, je ne sais pas laquelle en France, mais il y en a une qui a accepté de mettre les antennes dans son enseigne. Une enseigne de magasin sera une antenne. Donc, vous ne les verrez pas. Il y en a dans le sol, dans les plaques d'égout. Enfin, il y aura des antennes partout. Et ça, selon moi, c'est quand même pas, c'est pas cool. Et je ne sais pas comment on pourra l'arrêter. Donc, c'est important que les gens en parlent et que personne ne se sente protégé. Je pense que l'être humain est en train déjà d'oublier qu'il est humain. Alors, sans rentrer dans le transhumanisme, mais cette idée d'être un humain augmenté, comme disent certains de mes collègues, grâce à l'intelligence artificielle, nous aurons des médecins augmentés. Je voudrais qu'ils aient raison. Mais moi, j'ai l'impression qu'on aura surtout des médecins diminués. Donc, si la machine s'arrête, mais nous aussi, on faisait des conneries. Enfin, tout médecin fait des conneries. Toute personne fait des conneries dans sa vie. Mais je pense qu'on avait au moins le réflexe, en salle de garde, quand on ne savait pas quelque chose, d'abord on regardait dans le visage, mais au moins de demander à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu ferais toi? Je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'on doit faire. Mais maintenant, on a
ils sont déjà des robots, chacun pour soi, chacun avec sa machine, et chacun fait son truc. Donc, j'espère que, bien sûr, peut-être ils seront parfois capables de faire un diagnostic plus rapidement, je l'espère. Mais qui va décider qui doit être traité? Quand on parle des hôpitaux, c'est la catastrophe. Vous savez, la plupart des urgences sont en grève partout. Les gens n'en peuvent plus. Il n'y a pas assez de personnel, à quelque niveau que ce soit. Il y a beaucoup trop de monde. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Non pas interdire l'arrivée aux urgences, qui est l'idée d'Agnès Buzyn, de mettre un filtre avant. Ça, non. Parce qu'on ne sait pas, a priori, quand quelqu'un débarque, qu'est-ce qu'il a. Mais pourquoi ne pas faire des systèmes qui existent, par exemple, aux Pays-Bas, où quand vous arrivez aux urgences, tout le monde arrive aux urgences. Mais il y a un tri extrêmement efficace qui fait que si on voit le gars qui est là parce que son médecin est en vacances, mais il n'y a pas d'urgence, il y a des médecins généralistes sur place. Et le mec qui vient là parce qu'il fait froid et qu'il n'a pas envie de coucher dehors et de ne pas se réveiller le lendemain matin, il y a un travailleur social qui le prend en charge. Ça se fait avant les urgences. Et après, les vraies urgences vont dans les vraies urgences. Et je pense qu'en France, pourquoi on ne mettrait pas en place quelque chose comme ça? Et non pas, comme vient de le proposer l'Académie de médecine, des urgences privées. Où évidemment les gens qui auront du pognon pourront aller dans les urgences privées. On a besoin, l'hôpital, c'est un lieu d'accueil. On doit accueillir tout le monde. Après, on fait un tri, évidemment, comme dans la médecine de guerre. Tout le monde n'a pas le même degré d'urgence. Mais on ne doit pas interdire l'accès aux urgences. Sinon, des morts, on en aura. Le cœur, c'est un organe électrique. Donc, il a sa propre électricité et son rythme. Mais si vous lui foutez d'autres rythmes, des fréquences extraordinaires, comme j'ai dit dans des interviews radio, on-off, 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 mais des millions de fois par seconde, des dizaines de milliers de fois par seconde, nos cellules, elles ne savent plus où elles en sont. Évidemment que la 5G, les ondes et les champs électromagnétiques en général agissent aussi sur le cœur, agissent sur les organes endocrines, donc sur notre production d'hormones, agissent sur la reproduction, sur la qualité du sperme. Vous, ici, vous pensez que la 5G c'est important. Dans la salle à côté, il y en a qui pensent que les pesticides sont importants. Dans notre salle, ça sera les travailleurs qui sont exposés à X ou Y dans le milieu du travail. Qu'est-ce qui est le plus important? Je ne sais pas. Peu importe, tout ça, c'est mauvais. Si aujourd'hui on a beaucoup plus de cancers qu'autrefois, c'est parce qu'on est exposé à tout ça, aux produits chimiques comme aux agents physiques. Et donc la solution, c'est pas produit par produit d'essayer de dire qu'est-ce que c'est qui est un taux acceptable. Parce qu'on peut le définir. On peut dire que manger juste un peu de glyphosate, ça va, et être exposé juste un peu à la 4G, ça va, mais il ne faut pas dépasser une dose. Mais ça, on ne le fait que produit par produit. Or, nous vivons dans un environnement où il y a des centaines de produits toxiques, cancérigènes, reprotoxiques, neurotoxiques, toutes les toxicités de la planète, perturbateurs endocriniens. Par contre, ce que je veux, c'est que nous puissions vivre, nous, nos enfants, nos petits-enfants, les générations qui viendront, nos chiens, nos chats, nos vaches, nos abeilles, dans un environnement qui soit le moins sale possible. Je n'ose même pas dire le plus propre possible, mais le moins sale possible. Parce que tout ce qu'on fait, que ce soit contre les champs électromagnétiques, contre les pesticides, contre l'amiante, contre, peu importe, ça doit aller dans le même sens. L'objectif, ça devrait être, pour les médecins, c'était pour les médecins chinois dans l'Antiquité. Le médecin chinois était payé tant que la personne était en bonne santé. Et après, on ne le payait plus parce que s'il avait raté et que la personne était malade, il ne méritait pas d'être payé. Je pense que les médecins devraient revenir à Hippocrate, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. C'est la meilleure chose que puisse faire le médecin. Et chacun d'entre vous, vous êtes votre propre médecin, vous êtes
celui ou celle qui prend soin des autres autour de vous, dans votre famille, dans votre communauté, et de façon plus large, pour les politiques, ça devrait être dans leur population. On doit faire en sorte, avec l'histoire de changement climatique, etc., d'essayer de ne pas achever de bousiller complètement cette planète qui était quand même pas mal. Et donc on a tous quelque chose à faire sans cette concurrence entre tu travailles sur le cancer, moi je travaille sur le sida, mon truc c'est plus important que le tien, non, c'est le mien qui est le plus important, et la 5G c'est vachement plus important que le Roundup. Ah, tout est important. Merci.